Bonsoir tout le monde. Donc, je tiens déjà à vous remercier d'avoir bravé le froid pour venir assister à notre conférence. Donc, sans plus tarder, je vais déjà un petit peu brosser ou déjà introduire le mouvement Rached pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, le mouvement Rached est un mouvement qui a été fondé en 2007, dont l'un des initiateurs est présent avec nous, c'est Dr Abbas Aroua. L'objectif du mouvement, bien sûr, c'est un changement profond dans le système de gouvernance en Algérie. Il entend ainsi œuvrer pour l'instauration d'un état de droit et de bonne gouvernance basé sur la transparence dans la gestion des affaires publiques et la séparation des pouvoirs. Donc, Rached, dès le début, au fait, entend parvenir à cet objectif. Ça va, tout le monde m'entend là? Okay. En prenant des méthodes de résistance non violente à l'image de l'Inde ou de l'Afrique du Sud, du Chili ou même de la Tunisie dernièrement. Je tiens à préciser que le mouvement Rached a été le premier mouvement politique algérien lancé en juin 2011, la première chaîne télévisuelle privée et indépendante qui donne la voix à tous les Algériens sans exception et quelle que soit leur appartenance politique. Ainsi, la violence en aucun moment ne peut être une option pour nous et Rached ne déviera jamais de cette ligne politique. Non pas qu'elle ne croit pas au droit des peuples à se défendre contre une agression étrangère, comme c'est le cas en Palestine, ou en Irak, ou en Afghanistan, mais parce qu'on croit profondément que la résistance non violente est le seul moyen à même d'atteindre les objectifs voulus à moindre coût. Le thème de la conférence d'aujourd'hui est la violence et ses origines, mais aussi les défis auxquels nos sociétés sont confrontées à chaque fois qu'un drame se produit. Il est bon de rappeler que les premières victimes de la violence aujourd'hui se trouvent, pour la plus grande majorité, dans les pays musulmans. Est-ce à dire qu'il y a une corrélation entre l'islam, les musulmans et la violence, au-delà du sensationnel et des propos enflammés de certains politiciens pyromanes à travers le monde qui trouvent toujours un moyen d'en faire un sujet de prédilection pour glaner quelques voix? Les études empiriques montrent clairement que les pays musulmans ne sont pas plus violents que les autres pays. D'ailleurs, au sujet de la violence dans le monde musulman, je vous renvoie au livre de Stephen Fish, Are Muslims Distinctive? Comme cela a été le cas pendant les événements du 11 septembre, la vie de l'être humain n'est pas la même suivant où se trouve le curseur. Or, il est malheureux de voir que le sang d'un Algérien, d'un Syrien, d'un Irakien, d'un Palestinien ne vaut pas grand-chose aux yeux des gouvernants, mais aussi aux yeux des médias, qui sont plus promptes à dégainer leur micro et à sortir leur caméra quand il s'agit de victimes occidentales. Il ne s'agit pas ici de mettre à l'index l'Occident, mais plutôt de souligner le fait de la centralité de l'humain dans le combat qu'on doit mener pour vaincre la violence. Il est temps pour nous tous, au-delà de nos différences religieuses, idéologiques, ethniques, de comprendre que les enjeux sont globaux et les réponses doivent être globales. Il serait naïf de croire que les attaques répétées contre les pays musulmans n'ont pas de conséquences dans les pays eux-mêmes, mais aussi chez l'agresseur. Il serait naïf aussi de croire que la violence ne veut pas aller crescendo avec le soutien inconditionnel à des régimes sanguinaires et rétrogrades, et à leur tête l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Cette dernière a vu le bal des hypocrites pour présenter leurs condoléances, a exprimé leur regret du départ trop précipité d'un jeune monarque, progressiste et avant-gardiste, respectueux de la liberté et de la dignité humaine. Tellement progressiste et fidèle à sa grande miséricorde, qu'en contrairement à ses prédécesseurs, il préfère ordonner 1000 coups de fouet que de donner la mort à ce petit jeune homme saoudien qui a osé faire un tweet. Ou de cette femme birmane qui a clamé son innocence jusqu'à la fin avant de se faire abattre en plein jour, dans la rue, mais encore une fois, dans sa grande bienveillance, soucieux de la dignité dans la fin de vie, le roi lui a évité la lapidation et choisi pour elle la décapitation. Bien sûr, cela a été dit précédemment, la violence n'est pas le seul fait des musulmans, et des crimes tout aussi atroces, mais à une échelle beaucoup plus importante, ont été commis de l'autre côté. On ne parlera jamais des souffrances infligées par les Américains aux Irakiens, mais aussi des souffrances des Palestiniens qui vivent comme des souris de laboratoire dans la bande de Gaza et qui se font massacrer au gré des expérimentations. Je suis tenté de dire qu'il vaut mieux regarder la carte du gaz et du pétrole pour voir où se situe la violence, mais aussi où auront lieu les prochains conflits, qui seront bien sûr marqués sous le sceau des droits de l'homme et de la propagation de la démocratie.
Seulement, et comme le disait Mandela, la victime utilisera les mêmes moyens que ceux utilisés par l'agresseur, ce qui va tout à fait dans le sens de l'étude menée par le docteur Fish, qui disait que les pics de violence dans les pays musulmans se manifestent dans les pays occupés ou agressés. Les racines de la violence sont multiformes et peuvent se manifester sous plusieurs aspects. Néanmoins, concernant son aspect le plus extrême, elle est souvent le résultat d'une violence politique, comme ça a été le cas suite au coup d'État en Algérie, ou plus récemment en Syrie ou en Libye. Mais bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, car je vais laisser l'honneur de parler de ce sujet au docteur Abbas Aroua. Donc après avoir fait le tour des racines de la violence, il est opportun de savoir comment l'endiguer. Ce qui est sûr, c'est que l'expérience américaine en la matière est un échec criant, sauf peut-être pour les compagnies pétrolières. On peut constater avec désarroi les résultats de 13 ans de guerre contre le terrorisme. Il est navrant de voir que les leçons de cette expérience n'ont pas été apprises et on se lance encore une fois dans des guerres qu'on sait par avance perdues. Pour parler de ce sujet épineux, qui mieux que le docteur Burgat, pour nous éclairer sur les menaces auxquelles on fait face, mais aussi les leçons à tirer de nos expériences passées pour essayer d'apporter les réponses appropriées. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au docteur Burgat. Donc, je crois que tout le monde le connaît, mais bon, il est toujours bien de répéter et de dire que M. Burgat est politologue, spécialiste des mouvements islamistes contemporains. Et M. Burgat poursuit ses réflexions au sein de l'Institut des recherches et d'études sur le monde arabe et musulman d'Aix-en-Provence. On lui doit de nombreux essais dans l'islamisme en face, édition La Découverte, l'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda ou encore les mouvements islamistes au Maghreb. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quel système je garde celui-là? Non, ça c'est le micro et ça c'est pour l'enregistrement de la caméra. D'accord. Donc je garde celui-là. Je ne peux pas taper des deux mains sur mon clavier. Je vous remercie d'être là. Je pense qu'on doit saluer aussi l'IREMO qui nous permet de nous rencontrer, alors que dans l'hypothèse précédente, Vigipirate avait estimé que nous étions en danger. J'espère que cette prudence s'exerce de façon exemplaire, quel que soit le sujet des réunions, et que s'il y avait une réunion pour affirmer que nous sommes tous Charlie, elle ne serait pas considérée comme étant menacée par Vigipirate. Elle serait elle aussi considérée comme étant menacée par Vigipirate. La situation dans laquelle on se trouve, qui est de réagir à l'irruption de la violence aveugle dans le tissu politique français, elle est ni nouvelle ni inattendue. Elle n'est pas inattendue. Je pense que si vous avez des archives sonores, vous pourriez retrouver à plusieurs reprises. Moi, j'ai dit il va y avoir un attentat en France, et j'ai fait cette plaisanterie douteuse. J'ai dit je préfère qu'il ait lieu demain, parce que s'il a lieu dans 15 jours, il va être encore mieux préparé et il sera plus terrible encore. Mais on savait qu'on allait être confronté à ce type de violence. Et puis, ça n'est pas nouveau, parce qu'il y a eu des précédents. Et bon, rappelez-vous, les moins absolument jeunes d'entre vous, 1995, les attentats du métro Saint-Michel. À cette occasion, je m'étais trouvé en situation de répondre, de dire ce qu'il était possible de faire. C'était donc, ça c'est bien avant les événements de 2001. C'était un peu la répétition, et ma réflexion avait été, je dis, notre façon de dire notre émotion et notre... ils sont sympas les organisateurs, mais la mission est quand même assez complexe de faire tenir tout ça en 30 minutes, donc il faut que je me surveille. L'esprit dans lequel on parle, c'est en hommage aux victimes, c'est rien d'autre que se poser la question comment faire pour que ça ne recommence pas. Hein. À cette occasion, j'avais écrit dans Libération un rebond auquel je suis resté très attaché, parce que je n'ai pas changé de méthode. Ça s'appelait la recette du poseur de bombes. Et ça tient en très peu de mots. Il dit quand il y a une violence aveugle qui fait irruption dans le tissu politique, il y a deux réponses. La première, c'est d'arrêter celui qui a fait ce geste. Et donc, j'exprime tout le respect nécessaire à tous ceux dont le métier est la logique sécuritaire. Hein. L'autre jour, j'avais un ministre, un petit ministre, hein, c'était un ministre suisse du canton de Vaud, mais enfin quand même un ministre de la sécurité et tout. J'ai dit, moi je rêve une seule chose, c'est vous mettre au chômage.
C'est-à-dire que vous n'ayez plus de poseurs de bombes à arrêter. Mais pour que vous n'ayez plus de poseurs de bombes à arrêter, il ne faut pas seulement en arrêter beaucoup, il faut réfléchir sur la machinerie politique, les dysfonctionnements divers des systèmes politiques locaux, régionaux, internationaux, qui font que des gens estiment qu'il ne leur reste plus que ça de sérieux à faire que de faire éruption au sein d'une assemblée de gens qui ne manient que des crayons, on y reviendra, et de les tuer à la Kalachnikov. Donc c'est l'état d'esprit dans lequel j'interviens ce soir, avec la double idée donc de dire essayons de démonter la machinerie qui a fabriqué les frères Kouachi mais n'oublions pas Koulibaly, puisqu'ils avaient des agendas qui étaient différents. Quelle est la machinerie qui les a fabriqués, et voir si par hasard on n'avait pas un doigt dans cette machinerie, si on n'aurait pas prise sur cette machinerie. Et puis le deuxième temps, c'est quelle réponse a-t-on donné jusqu'à présent, hein? Donc, si vous voulez, dans le temps, on passe du 7 au 11. Hein? On essaye de démonter pourquoi le 7 est arrivé, et après, on dit, est-ce que le 11, on s'est mis sur la voie d'arranger les choses, hein? Est-ce qu'on est dans la bonne voie, ou est-ce que, par hasard, et là, je vais pas tourner autour du pot, je vais anticiper, est-ce qu'on ne serait pas en train d'aggraver les choses au lieu de les améliorer, hein? Et bien sûr, cela nous rappellerait des circonstances qu'on a déjà vécues, non plus le métro Saint-Michel, mais le 11 septembre. Est-ce que la réponse américaine à l'irruption massive de la violence dans le tissu politique américain a été la bonne? Est-ce que ça a fait progresser? Est-ce que ça va mieux, hein? Et vous le savez, ça tient en peu de mots, ça a été dit 1000 fois. Quand les Américains arrivent en Irak, Al-Qaïda, ça n'existe pas en Irak. Al-Qaïda, c'est un phénomène qui est extrêmement localisé, qui est en Afghanistan, qui a peut-être eu de petites excroissances. Et 14 ans après, vous voyez, 12 ans après, vous voyez où on en est. Des pans entiers de la population irakienne estiment que leur destin politique ne peut pas être confié à d'autres que Al-Qaïda. Bon. Donc en gros, ce que je veux faire, c'est dire ce qu'il y a dans le non-dit de « Nous sommes tous Charlie », qu'est-ce qu'il y a qui pourrait être strictement contre-productif. Je voudrais tout de même mettre un bémol sur « Nous sommes tous Charlie ». Un ami très cher et que je respecte beaucoup et qui a des cheveux, ce qui fait qu'on peut voir qu'ils sont blancs et qu'il est beaucoup plus... Non, c'est pas vrai, hein, on peut être très jeune et avoir des cheveux blancs. Mais dont on voit qu'il est beaucoup plus âgé que moi, qui était un spécialiste du Yémen et de l'Arabie Saoudite. À Aix-en-Provence, le 11 janvier, il est descendu dans la rue avec un panneau. Alors ça lui avait déjà coûté très cher de rédiger le panneau parce que sa femme et sa fille ont refusé de descendre avec lui dans la rue. Donc vous voyez, il fallait déjà un certain courage. Mais après, il fallait beaucoup de courage parce qu'il a été agressé verbalement à 3 reprises. La 3e fois, c'était « tu te casses ou on te casse ». Ce monsieur qui a 15 ans de plus que moi avec son petit panneau dans un coin d'Aix-en-Provence. Mais c'est pas là que je vais en venir. À ce moment-là, dans la foule du 11, il y a des tas de gens qui se sont manifestés, et il était très ému, il m'a même dit, ils sont venus me protéger, et il était très ému, il m'a dit, des femmes qui me lançaient des baisers comme ça. Ça veut dire que quand on réfléchit sur le 11 janvier, il faut faire attention que la foule n'était pas entièrement identifiable à l'instrumentalisation politique qui en a été faite par ceux qui ont le monopole de la parole publique et de l'instrumentalisation politique. Ça, c'est plutôt une note d'espoir. Il y avait des gens qui envoyaient des baisers à celui qui disait « je vous explique pourquoi il m'est impossible d'être Charlie », et il s'exprimait comme quelqu'un qui connaît l'histoire du monde musulman et des interactions qu'il y a eu entre le monde musulman et les politiques étrangères occidentales. Et ça, évidemment, ça passait pas chez une partie des manifestants, mais ça passait très bien chez d'autres, hein. Donc il faut bien savoir, et moi j'ai évité de critiquer, parce que moi le premier jour j'étais Charlie, et puis après quand j'ai vu ce qu'on nous demandait de mettre derrière cette... approbation, j'ai dit non, ça passe plus. On nous demande de tirer Charlie à 60 millions d'exemplaires, de le financer pendant 30 ans, etc., etc. Et puis bien sûr après de défiler derrière Netanyahou, enfin ça a été en montant. Et donc, mais initialement,
l'idée que nous affirmions tous ensemble le caractère inacceptable de l'irruption de la violence politique dans un débat franco-français, que des Français viennent tuer d'autres Français parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux, il pouvait y avoir un consensus absolu là-dessus. Mais on nous a demandé beaucoup plus, ça c'était pas acceptable. On nous a demandé d'accepter sans réserve la ligne éditoriale de Charlie. On nous a demandé de gober le fait que la liberté d'expression, cette chose absolument merveilleuse, pouvait être transformée, pouvait être dévoyée en permis d'insulter, en permis d'avilir. Et ça m'a rappelé encore, retrouvé, j'avais fait un petit chat du journal Le Monde en 2006, et je m'étais déjà énervé sur Plantu, qui affectait de confondre complètement. Il y a une espèce de tentation, on béatifie l'expression iconographique. À partir du moment où c'est un dessin, ça peut être qu'au bien, hein, c'est de l'humour, c'est magnifique, mais le dessin, c'est un mode d'expression comme un autre. Et ça vous donne, si vous me passez l'expression, une grande gueule, parce que ça vous permet de vous abstraire des contingences linguistiques, tout le monde vous comprend, il n'y a pas besoin de décoder, donc ça vous donne une capacité d'expression supérieure. Mais si vous dites des conneries, vous dites des grosses conneries. Donc c'est pas un dessin, n'est pas en tant que tel, et donc Plantu affectait d'ignorer cette distinction que 80% des observateurs continuent à ignorer, la transgression de la représentation figurée du prophète. C'est une chose. Je vais choquer mes amis musulmans. Je m'en fiche, je ne suis pas musulman. Elle ne s'applique pas à moi. Si je vois une très belle iconographie du prophète, puisqu'il en existe en l'occurrence, bon, moi, ça ne me choque pas. Mais bien sûr, je ne vais pas la brandir sous le nez des gens que ça choque. Mais disons, c'est un premier niveau. Ensuite, il y a l'humour, l'ironie, le sarcasme. Bon, c'est un autre niveau. Ça fait partie de la culture, on ironise. Mais on n'en était pas là, Charlie. Hein. Charlie, je pense que beaucoup d'entre nous, en tout cas, l'immense majorité des gens qui ont dit « je suis Charlie », n'avaient pas vu de quoi on parlait. On parlait de nudité intégrale, on parlait de fornication avec des animaux, s'il vous plaît le porc, on parlait d'accusations explicites de pédophilie. On était à ce niveau-là. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas. Donc, on nous demandait, en disant « je suis Charlie », sans limite, sans réserve, de cautionner le droit d'une liberté, d'une valeur sacrée pour tout le monde sur cette terre, en permis d'insulter, en permis d'avilir, en permis de provoquer. On nous demandait de cautionner, et ça c'est absolument essentiel, un autre niveau de dysfonctionnement majeur de ce système de valeurs français quand il est dévoyé. On nous demandait de cautionner l'idée que la liberté puisse être à deux vitesses, puisse être à géométrie variable, puisse être sélective, puisse être la liberté d'expression de ceux qui pensent comme moi, et que tout s'arrête dès lors que s'exprime sur le mode de la plaisanterie la plus banale, une idée qui ne va pas dans le sens de ceux qui détiennent le monopole d'expression, de la liberté d'expression. L'exemple, il y en a d'innombrables. J'en prends un seul à l'intérieur du temple de l'irrévérence qu'était Charlie Hebdo. En 24 heures, l'immense dessinateur ciné est renvoyé dans ses foyers parce qu'il a fait une plaisanterie parfaitement anodine. On ne l'a pas dessiné en train de copuler avec un porc. Non, c'était totalement anodine. Il a fait une petite plaisanterie, il est renvoyé. Donc, on nous demandait de fermer les yeux sur ce qui était quand même un dérapage majeur de la finalité de ce journal, dont il faut rappeler. Moi, j'ai été fusionnel avec Charlie Hebdo quand il s'appelait Harakiri Hebdo, ou au début, mais en 2001, il est piloté par quelqu'un dans le temple de l'irrévérence, va devenir patron de la plus grande station publique française. Vous voyez un petit peu la relation qu'il pouvait avoir avec le pouvoir d'État qu'il était supposé rouler dans la farine et moquer comme tout le monde. Donc ça, évidemment, ça ne passait pas. Ensuite, on nous a donc, bon, c'est les mots qu'on peut décliner de toutes les façons possibles. Il n'y a pas de liberté si elle est à géométrie variable. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Il ne peut pas y avoir des lumières qui n'éclaire que d'un seul côté de la route. Hein. Ensuite, on nous a demandé, évidemment, de défiler derrière Netanyahou. On nous a demandé de défiler derrière Netanyahou. Bon, c'est une métaphore, mais on a associé des acteurs étatiques absolument illégitimes. Il y avait aussi Ali Bongo, enfin, il y avait toute une série, à
au socle de notre posture éthique pour lire cette crise. Et ça ne pouvait pas marcher. C'était vraiment quelque chose... Je passe sur le fait que cette affirmation de la laïcité s'est terminée dans une synagogue. Ça rajoute aussi un petit malaise. On est toujours dans le deux poids, deux mesures. On sort du tracé d'une démarche qui n'est pas questionnable. Le plus important reste à venir. Est-ce qu'on nous a demandé de condamner l'usage des plombs contre ceux qui ne maniaient que les plumes? Et ça, c'était quelque chose qu'il était extrêmement difficile d'accepter, et c'est le cœur, je dirais, des remarques que je veux faire. La nationalité des tueurs, la nôtre, c'était des Français, a fait qu'on nous a imposé une territorialité de la lecture de la crise qui ne permettait pas d'en comprendre les tenants et les aboutissants. On ne peut pas comprendre la confrontation dont l'un des épisodes sanglants s'est déroulé à Paris si on ne fait pas un zoom arrière et si on ne s'interroge pas en même temps que sur les victimes des Kalachnikov, sur les victimes des Rafales, sur les victimes des F-16 et sur les victimes des drones. À l'heure de la globalisation, qu'on nous rabâche tous les matins à n'importe quel propos, à l'heure des clics qui nous font traverser le monde, comment se fait-il qu'à aucun moment, quand bien même cela faisait partie explicitement de la rhétorique d'au moins un des agresseurs, Koulibaly, qui l'a dit en toutes lettres, mais évidemment ça n'était pas dissible, on préférait rester sur l'idée. Dessin de Plantu encore, lorsque un incroyant s'en prend à un croyant, il le blesse avec une caricature qui le choque. Mais lorsqu'un croyant s'en prend à un incroyant, il le traverse à coups de Kalachnikov. Et moi, face à ce dessin, j'ai dit « Oh là là, il manque quelque chose dans le cadre. Il manque les traces des réacteurs, des Rafales, des F-16, des drones. Combien au Yémen? Personne ne le sait. 820 morts il y a eu sous les frappes des drones au Yémen. 820, dont le propre fils de celui qui est crédité comme ayant initié la mission à Paris. Il y a 820 morts. Et évidemment, depuis le mois d'août, nous en étions à 5000 bombes lâchées sur l'Irak. On va y venir, sur la dimension politique. Donc on ne peut pas lire le drame parisien si on ne fait pas un zoom arrière et qu'on prend en compte l'espace complet de la confrontation. Oui, c'était des Français, oui, on était dans l'Hexagone, mais ils étaient liés par une solidarité transnationale qui les inscrivait très directement, et on n'a pas le droit de leur refuser. On l'accepte pour tant d'autres. Quand un jeune de confession israélite part casser du palestinien dans les territoires, on ne dit pas c'est le djihad. Hein. On admet bien qu'il puisse y avoir des solidarités, qu'elles soient confessionnelles ou idéologiques, qui s'expriment dans un cadre transnational. D'accord? Donc là, pour moi, c'est l'essentiel. Là, il n'y a pas eu cette corrélation indispensable entre les victimes des Kalachnikov et les victimes des bombes. Alors, qui a fabriqué les djihadistes? J'ai fait le deuxièmement avant le premièrement. Les djihadistes sont le produit, et ça évidemment on ne l'a pas dit, dans la territorialité étroite du conflit, il n'y aurait pas eu une partie des violences s'il n'y avait pas eu exacerbation d'un conflit oriental où les armes françaises ou celles de leurs alliés très proches sont directement impliquées. Il faut prendre le temps de le dire. Alors, la crise syrienne, on n'a pas le temps de l'aborder, mais disons la crise syrienne a exacerbé un sentiment de géométrie variable de notre humanisme. Pourquoi? Nous avons pendant 3 ans, 4 ans, regardé mourir des dizaines de milliers de Syriens. Et nous avons expliqué à la terre entière que c'était trop compliqué, les ingérences étrangères, et il y avait des gens qui étaient d'accord, mais bon, les ingérences étrangères c'est dangereux, il n'était pas question de le faire, on a failli le faire, mais on ne l'a pas fait, etc. Bon, admettons.
Du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? Les victimes identifiées cessent d'être prioritairement musulmanes. Elles deviennent non musulmanes. On s'en est pris aux minorités, les yézidis. Et puis, il y a, évidemment, dans une logique terroriste, j'aime pas ce mot terroriste, parce qu'il fait beaucoup de bruit, il ne donne pas beaucoup d'infos. Mais pour une fois, le terrorisme a bien sa place dans la lecture des événements. Pourquoi? Parce que la stratégie de l'organisation de l'État islamique est bel et bien, je dirais, de potentialiser la violence qu'elle produit en la mettant en scène. On tue lentement devant une caméra à l'arme blanche. Ça fait beaucoup plus d'effet que quand, prenons un petit exemple au hasard, le régime syrien tue sous la torture, dans l'univers carcéral, 11 000 personnes dans la seule région de Damas pendant seulement 2 ans. Massacre documenté par ce dossier que vous allez voir, qui va ressortir dans la presse, qui est le dossier César, de ce médecin militaire syrien qui a filmé, qui a photographié à 2 ou 3 reprises chaque corps, 50 000 photos permettant d'attester du décès sous la torture de 11 000 personnes. On bougeait pas, on expliquait toutes les raisons pour lesquelles il était difficile, compliqué, contre-productif d'intervenir. Du jour au lendemain, on dit les Yazidis et l'assassinat de 2 ou 3 journalistes occidentaux. Tous ces obstacles volent en éclats et nous montons au créneau et nous entrons dans ce terrible conflit syrien, mais nous entrons par la porte du soutien objectif à celui qui est à l'origine de la violence, c'est-à-dire le régime. Et nous allons nous en prendre au seul groupe armé qui mettait plus ou moins potentiellement en danger. Donc ça, si on ne dit pas ça, eh bien évidemment, il va nous rester complètement quelque chose. Il va nous manquer complètement une dimension essentielle. Dans quel contexte intervient cette montée en guerre des Occidentaux? Évidemment, sur une toile de fond plus longue qui est celle d'un humanisme politique à géométrie variable, c'est-à-dire, on ne va pas rouvrir le dossier, mais c'est le conflit de Gaza. On sort d'une période chaude du conflit de Gaza, qui a été la gestion par le président de la République de la guerre de juillet. Vous avez tous les souvenirs, vous savez à quel point il a donné le sentiment. C'est Mona Chollet, je pense, qui a écrit ça, donc j'ose le dire, une collaboratrice du monde diplomatique. Elle a dit qu'il jouait la communauté juive contre la communauté musulmane, purement et simplement. C'est-à-dire que pendant 15 jours, ils ont laissé les massacres s'opérer à l'arme lourde, et puis après, ils ont eu l'impudeur de siffler la fin de la récré. Le ministre Fabius s'apercevant que ça ressemblait, et on prononce le mot massacre, donc c'est bon, on est dans le bon camp, n'est-ce pas? Mais on a non seulement laissé faire, mais on a cautionné dès le début. Donc évidemment, ça se produit tout cela sur un contexte qui est celui de la dégradation accélérée de ce que j'ai appelé le vivre ensemble en France. La dégradation du vivre ensemble, mais ça je l'ai déjà écrit 1000 fois, on n'a pas besoin de revenir, d'inventer des idées nouvelles. J'ai souvent employé l'exemple, j'ai dit le vivre ensemble c'est comme une table. S'il y a un pied qui n'est pas assez haut, ça boite. S'il y a un pied qui est trop haut, ça boite aussi. Eh bien en France, on a les deux. Il y a un pied, la capacité des musulmans à dire leurs attentes. Les musulmans n'ont pas des attentes spécifiques, mais disons, les Français musulmans ont une capacité à exprimer aux heures de grande écoute leurs attentes, leur sensibilité, leur solidarité, qui est extrêmement diminuée par rapport à une autre communauté qui, elle, a un petit peu tendance à avoir un peu trop de facilité à monopoliser la parole publique. Et cette carence, cette fragilité du vivre ensemble, évidemment, va exacerber le processus qui va conduire à la radicalisation. Dans les 5 minutes qui me restent, je mentionnerai certaines des expressions de ce
de ces ratés du vivre ensemble, il y a ce que j'appelle, maintenant c'est un concept en sciences politiques, on n'a pas besoin d'expliquer, la chalroumisation de la représentation des musulmans. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo quand il félicite, quand il dit sa peine pour les parents de Charlie. C'est pas nouveau ça, ils n'ont rien inventé nos chers compatriotes. C'est une vieille technique qui consiste, je vous dis souvent, pour contrôler un groupe, il y a une façon brutale mais qui a l'avantage d'être spectaculaire, vous lui dites tais-toi. C'est violent mais bon, mais il y a pire. Le pire, c'est de fabriquer une fausse élite qui va parler en son nom. Ça, c'est encore plus vicieux. Et ça, c'est une méthode, on va rouvrir des pages noires, directement héritées de l'époque coloniale, où on fabriquait des fausses élites à qui on faisait dire la caution du discours de domination. Et l'une des plus belles réponses qui avait été faite, et j'aime beaucoup le citer, c'est ce qu'avait dit Malek ibn Nabi, pour stigmatiser cette manipulation des urnes algériennes par l'autorité coloniale. Il dit oui, c'est la méthode, ôte ta conscience de là, que j'y mette la mienne. Et tout est dit. Alors évidemment, moi on m'a demandé de participer à des ateliers de déradicalisation. Donc j'ai dit ouais je veux bien, mais moi je déradicalise le président, le chef de l'État, le Premier ministre, etc. Et on peut faire, je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y a un truc qui est sorti avant-hier, comment on identifie des djihadistes, le danger djihadiste et tout. Et moi j'ai mis un petit post, j'ai dit ah ouais on pourrait mettre un croissant vert clignotant avec des LED sur tous les suspects. Mais moi j'ai une grille d'analyse pour le processus de fabrication des djihadistes. Alors donc par exemple 5 minutes de Chalroumi aux 20h, 10 djihadistes, bon. Donc on peut inverser le problème de la réponse du 11 janvier, c'est qu'elle est unilatérale. C'est qu'elle criminalise la culture de l'autre et elle dépolitise la lecture de la crise. Alors, comme il faut conclure, et que ça ne peut pas être... Je te donne 5 minutes. Ouais, il me donne 5 minutes de plus. J'ai 5 minutes de plus. Non, c'est... Ah, de ça. Non, mais j'ai 5 minutes encore. Non, ça ne peut pas être un exposé complètement construit et tout, mais bon, je ne peux que vous inciter à aller voir des expressions un petit peu plus construites, enfin pas forcément construites, parce que des fois je me lâche comme ça, mais ma page Facebook est publique, vous pouvez retrouver tout ça dit plus minutieusement. Mais je voudrais m'élever contre une tendance de l'interprétation de cette crise qui est bien vue, parce que c'est sympathique. Ça consiste à dire... D'abord, c'est pas des musulmans qui ont fait ça. Bien sûr, c'est pas des musulmans. C'est des petits jeunes. Et c'est des petits jeunes. C'est le surinvestissement de la microsociologie. On va tout expliquer par la microsociologie. Alors, on va en rajouter... Alors, sur le social, bien sûr. On va en rajouter sur tout, sauf la matrice politique. Et moi, je ne suis pas d'accord. Alors, vous verrez, si vous avez bien le tableau des réponses académiques à la crise, vous verrez de qui je me démarque un petit peu. Mais disons, est-ce qu'il faut désislamiser les motivations des acteurs? Oui. Moi, je les désislamise. Je n'ai pas besoin de dire qu'ils ont été marqués par l'enseignement, ils ont lu une sourate à l'envers, ou ils ont vu le mauvais imam. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il faut socialiser l'explication? Est-ce qu'il faut qu'on sache de quel enfer social sortaient les frères Kouachi? Oui, c'est important, faut savoir. Vous le savez, d'où sortaient les frères Kouachi. C'est difficile de faire plus horrible comme histoire individuelle. Hein, c'est suicide, c'est tout ce qu'on veut. Bon, d'accord. Mais est-ce qu'il faut pour autant croire que en faisant la microsociologie des petits soldats français du djihad, on a une lecture fonctionnelle de la fracture politique que cette violence manifeste? Et là, la réponse, elle est non. Non, on ne doit pas. Et je vais prendre un autre exemple, et je conclurai là-dessus. Qu'est-ce que la microsociologie des auteurs des attentats du 11 septembre, hein, l'examen, machin, Foulen, il a fait quoi, et son papa, il était ci, et truc. Qu'est-ce que ça nous a appris? Qu'est-ce qu'on en a retenu? À quoi ça nous a servi pour déconstruire, pour comprendre, pour répondre à la crise qu'a signalée le 11 septembre?
je vous suggère une réponse. C'est voisin de zéro. La microsociologie des auteurs des attentats n'a pas produit du savoir, n'a pas produit de la compréhension. Donc je me démarque un petit peu des explications qui diraient mais vous savez, Daesh dans un an c'est fini. C'est rien du tout. C'est des petits jeunes. Nous on était maoïstes en notre temps. Eh ben eux ils sont comme ça. Oui il y a de ça. Oui, il y a un attrait, oui, il y a une microsociologie du passage à l'acte qui peut nous informer. Mais il ne faut pas que ça nous serve à réduire, à dépolitiser la compréhension de la structure de la crise dont un des épisodes dramatiques s'est déroulé près de nous à Paris. Et j'ai mis un dernier petit post ce matin qui résume un petit peu mon état d'esprit. C'est ce que m'avait dit un député jordanien du Front islamique en 1989, il m'avait dit, mais tu sais François, si vous autres, les Occidentaux, vous aviez seulement été capables de respecter et de mettre en œuvre vos valeurs, nous serions tous devenus des Occidentaux. Merci de votre attention. Merci beaucoup.